Bonjour, enchanté. Moi c'est Fumi. Dans ce podcast, je parle d'environnement, d'art, d'histoire, de faits de société. Bref, ça dépend quoi. Si vous êtes là, c'est que vous êtes avec Fumi et que ça dépend aussi de vous. C'est parti. Depuis plusieurs semaines, l'invasion russe en Ukraine est annoncée comme le début de la Troisième Guerre mondiale. Une guerre dont on voit déjà les effets quotidiens avec les attaques, les bombardements et les incursions russes dans les grandes villes ukrainiennes. Moi, je n'ai jamais vécu la guerre, mais je suis persuadé que la situation que vit l'Ukraine n'est pas souhaitable et n'est pas à souhaiter. Quelles que soient les raisons, les intérêts et les forces en présence, rien ne devrait justifier la guerre, nulle part dans le monde. Cette guerre occupe tellement les médias qu'on n'entend pas parler d'autres enjeux planétaires importants. Et l'environnement est clairement rangé dans les tiroirs en attendant la prochaine COP. Pourtant, la guerre en Ukraine est tout aussi urgente que la sauvegarde de notre planète. Dans cet épisode, je joins ces deux urgences. Comment la guerre peut-elle impacter la crise climatique et surtout la renforcer? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant, intéressons-nous au climat utilisé comme une arme de guerre. Le climat peut être impliqué dans les conflits et la manière dont certains l'utilisent est inimaginable. Le climat est utilisé par les protagonistes comme une arme, c'est-à-dire que le climat est utilisé pour attaquer ou répliquer aux attaques des adversaires. Les États-Unis constituent l'exemple le plus concret de cette pratique. Durant la guerre du Vietnam, les Américains se heurtèrent à la grande forestation qui les empêche de bombarder leurs adversaires. Ils mettent alors en place l'agent orange, un puissant herbicide qu'ils aspergent pendant 10 ans au Vietnam. Près de 20% de la superficie du pays a été touchée, provoquant la déforestation, des cancers et des malformations. La flore était une arme de défense pour les Vietnamiens, mais les Américains ont décidé de la détruire avec un produit chimique. Les États-Unis se rendaient là coupables d'un écocide d'école. La destruction délibérée de l'environnement et surtout à des fins conflictuelles n'était pas encore prise en charge par les normes internationales. Il a fallu cet écocide américain au Vietnam pour attirer l'attention sur la nécessité d'interdire ce type d'agissement. C'est finalement en mai 1977 que la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toute autre fin hostile fut ouverte à la signature et à la ratification pour entrer en vigueur le 5 octobre 1978. Malgré tout, il ne faut pas se fier à cette convention dont les contours sont encore très flous. Les modifications du climat à des fins militaires y sont interdites, pendant que celles à des fins pacifiques ne le sont pas. On se rend compte qu'il n'y a pas encore dans ce texte une véritable prise de conscience de l'effet de ces modifications du climat sur la nature. La Chine, elle compte bien profiter de cette brèche. Elle a annoncé vouloir étendre les manipulations météorologiques engagées depuis 2002 sur plus de la moitié de son territoire en 2025. Il est évident que le climat a déjà été utilisé comme une arme de guerre. Et il ne faut pas que cela se répète, même si les instruments juridiques actuels ne sont pas très fiables. Encore plus avec la menace d'usage de l'arme nucléaire dans le conflit russo-ukrainien. Et on connaît d'ores et déjà les effets que l'usage de l'arme nucléaire aura sur notre environnement. Au-delà de l'arme nucléaire, il faut constater que la guerre a de nombreux effets sur le climat. Pour nous rendre compte de l'ampleur de l'effet de la guerre sur le climat, je vous propose de nous appuyer sur le rapport du Comité international de la Croix-Rouge quand la pluie devient poussière. Le premier chiffre qui me frappe est celui-ci. 60% des 20 pays les plus vulnérables au changement climatique selon l'indice NDGAIN sont en proie à un conflit armé. Ce qui signifie que les conflits armés renforcent la vulnérabilité des pays face au changement climatique. Un des nombreux exemples de cette vulnérabilité se traduit par la famine et la présence des stations météorologiques. D'après la FAO, en 2018, 14 des 34 pays en situation de crise alimentaire
ont souffert en 2017 des effets combinés d'un conflit et de chocs climatiques. L'exemple des stations météo vient entériner le fait que les conflits renforcent les inégalités dans la crise climatique. La République centrafricaine, dont la superficie fait le double de celle de l'Allemagne, compte seulement 14 stations météorologiques, soit 0,2 pour 10 000 km², alors que l'Allemagne en compte 166, soit 3,5 pour 10 000 km². Les effets d'une guerre ne se mesurent pas seulement à l'aune des pertes en vies humaines. Des effets indirects surviennent et impactent durablement les générations futures pour lesquelles le droit à un environnement doit être garanti. Un conflit provoquant environ 2500 morts a pour conséquence de réduire l'espérance de vie d'environ 1 an, d'accroître la mortalité infantile de 10% et d'augmenter d'1,8% la part des populations privées d'accès à l'eau potable. Ces chiffres sont le fruit d'une étude menée en 2012. Aussi, faut-il remarquer que pendant les guerres et les conflits, il est clair que la dégradation de l'environnement ne s'arrête pas. Aux effets de la guerre s'ajoutent les effets classiques du réchauffement climatique. La conséquence est clairement une plus grande vulnérabilité des zones de conflit. Que ce soit sur la santé, sur l'alimentation, les effets sont importants. C'est donc la raison pour laquelle il faut se demander si les nouvelles guerres n'annihilent pas les efforts de sauvegarde de l'environnement. On sait déjà combien les négociations climatiques sont complexes et difficiles à mener. Surtout, elles demandent que tous les États du monde soient sur la même longueur d'onde. Pourtant, cette guerre n'ira bien évidemment pas dans le sens du maintien d'une unité d'action au plan environnemental. Les clans qui se formeront autour de cette guerre pourraient s'opposer au moment de la discussion des questions environnementales. On voit la Russie, soutenue par la Chine et l'Inde, respectivement 4e, 1er et 2e pollueur au monde, retarder la lutte contre les changements climatiques. On se doute bien qu'il ne faudra pas s'attendre à voir la Russie participer de bonne foi aux prochaines COP et aux grandes décisions environnementales après la salve de sanctions qu'elle a subies au lendemain de son invasion de l'Ukraine. Et si leurs alliés asiatiques se rallient à cette cause, il sera difficile, voire impossible, de faire avancer la cause climatique. En dehors des impacts immédiats de cette guerre, on pourrait donc assister au report, encore une fois, des actions concrètes en faveur de l'environnement. La guerre pourrait donc encourager, en fin de compte, un endiguement des efforts déjà insuffisants de la communauté internationale. Et le grand perdant de cette guerre sera encore la planète comme toujours. L'idéal serait que les États se retiennent d'entrer en guerre sur les sujets environnementaux, qu'ils puissent garder une certaine lucidité sur le fait que la protection de la planète profite à tout le monde, qu'on soit pro ou anti-russe. Cela pourrait permettre à la cause environnementale de ne pas être ralentie par un conflit dont l'avenir est encore jusqu'à présent très flou. C'était Fumi, merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à partager votre avis sur le sujet avec moi et à très vite.